je me dis que c'est évident que vous ratez quelque chose. Donc j'aimerais comprendre, je ne comprends pas votre démarche. L'association L214 a donc diffusé de nouveau des images atroces, mais cette fois-ci de l'abattoir de Vigan. La bête a été tuée, mais bon, elle n'a pas souffert. Je comprends pas, expliquez-moi. On croit qu'on a compris, puis en fait non, on n'a pas compris, puis en fait on se dit peut-être que si, puis en fait non. Vous ne voyez pas ce que je veux dire. Dans une pipe, Berthier, c'est quand même pas grand-chose, merde! Kumquat, l'émission végane qui tord les idées reçues et qui parle d'actualité animaliste. Pour garder l'esprit aiguisé et s'informer sur la cause animale. L'écologie est devenue un vrai sujet de société. Tout le monde s'y met, plus ou moins, mais sait-on exactement pourquoi il serait judicieux et responsable d'agir sur ces sujets? Savez-vous qu'il y a plusieurs courants et qui ne se valent pas tous? Une approche rigoureuse, basée sur les connaissances scientifiques, devrait nous éclairer davantage que des simples intuitions ou des croyances non étayées. Les récits séduisants ne manquent pas, mais s'intéresser à leurs fondements est assez coûteux. Il peut y avoir aussi un appel à la nature au travers d'une conception romantisée ou idyllique qui peut biaiser notre compréhension et les actions qui vont en découler. D'un point de vue éthique, les approches diffèrent grandement aussi, ainsi que leurs conséquences, parfois sur des choix très importants pour des individus sentients. Aujourd'hui, on va parler des principaux courants en écologie et des raisons mises en avant pour susciter l'adhésion citoyenne. Leur argumentation influence le débat sociétal sur ces sujets clés pour l'avenir de tout le monde, les animaux humains et non humains. Johan O'Haraud est aujourd'hui notre invité. On va décortiquer ce grand sujet. Karine Roque aussi est là, va m'accompagner dans le déroulement de cet entretien. Merci à vous deux d'être là. Kumquat, l'émission végane qui tord les idées reçues et qui parle d'actualité animaliste. Pour garder l'esprit aiguisé et s'informer sur la cause animale. Merci Raymond. Bonjour Johan. Bonjour. Tu es psychologue, vulgarisateur sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et Twitch, et membre du projet Méduse. Oui. Pour commencer, Johan, ça serait bien de poser un cadre donc, à tous ces sujets qu'on va traiter. Est-ce qu'on peut démarrer pour éclaircir qu'est-ce que l'écologie, l'écologisme et aussi l'éthique environnementale? Oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas mal de faire la nuance qui n'est pas forcément toujours faite. Le terme écologie, de base, c'est une discipline scientifique qui vise à étudier l'environnement, les interactions entre les êtres vivants, voilà, l'environnement, tout ça. Bon, ceux qui étudient ça, c'est donc les écologues. Donc ça, on est purement sur du descriptif, c'est pas censé nous dire ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle d'écologie dans le langage courant, donc là, vu que tu as parlé d'écologisme, effectivement, c'est plus ce terme qu'on pourrait utiliser pour parler des valeurs, donc plus le fait de, voilà, tout le système de pensée qui vise à dire voilà, qu'il faut protéger l'environnement pour diverses raisons. Bon, c'est ce dont on va parler. Et donc on parle aussi voilà, d'écologisme ou d'écologie politique. Voilà. Et l'éthique environnementale, alors c'est une branche de la philosophie qui questionne notre rapport à l'environnement, voilà, au reste des êtres vivants, donc avec une réflexion éthique. Et donc je trouve que là où c'est intéressant de parler vraiment d'éthique environnementale, c'est qu'en fait derrière l'écologie, il pourrait avoir, on va dire, peut-être quelque chose d'égoïste. Je pourrais vouloir protéger l'environnement pour mon intérêt personnel, mais du coup on n'est pas sur une réflexion éthique. Et c'est pour ça que là, si on se demande vraiment, si on veut protéger l'environnement parce qu'on pense que c'est positif sur le plan moral, donc là c'est bien une question d'éthique et c'est ça qui nous intéresse ici, quoi. D'accord. Il y a peut-être une précision à faire, c'est que on utilise toujours le même mot, écologie, mais que souvent en fait c'est de l'écologie. Par exemple, en politique, c'est pas vraiment de l'écologie, c'est pas vraiment la science qu'on va traiter, mais on va s'engager, on va prendre des positions. C'est voilà, presque une doctrine, et ça relève plutôt de l'écologisme. Oui, après, c'est vrai qu'une fois que le terme est implanté, on fait un peu avec dans la société. Soit on fait avec en faisant des précisions, soit on peut lutter pour essayer de changer les mots. Mais bon, ça c'est
c'est pas une question que moi je vais traiter à titre personnel, mais effectivement, la question se pose en tout cas. Voilà. Et on peut mettre en avant 4 courants majeurs. Il y a l'écologie anthropocentrée ou l'anthropocentrisme. Il y a l'écologie écocentrée, la biocentrée et enfin la sentiocentrée. Est-ce que tu pourrais nous les décrire afin de bien en saisir les spécificités ? Ouais. Alors je précise effectivement en termes de courants, en soi, il y a plein de courants en écologie, mais là, la question qu'on va traiter aujourd'hui, donc c'est bien sur la question de jusqu'où doit s'étendre notre considération. Voilà, c'est la question de qui sont les patients moraux envers qui on a des devoirs moraux, quoi. Parce que sinon après, voilà, il y a plein d'autres courants en éthique environnementale, mais qui ont différents noms, mais qui ne répondent pas spécifiquement à cette question. Donc voilà, c'est vrai que là ces 4 termes-là qu'on vient d'évoquer, ça va être pour répondre à cette question spécifique. Donc l'anthropocentrisme, c'est l'idéologie qui dit que voilà, il n'y a que les humains qui comptent et que la protection de l'environnement, donc l'écologie anthropocentrée, c'est qu'il faut protéger l'environnement pour l'intérêt des humains, pour qu'on puisse continuer à avoir une société pérenne, à pouvoir avoir des ressources, pour éviter les pénuries de ressources, pour éviter que le réchauffement climatique nuise à nos productions agricoles et qu'il y ait de la famine. Voilà, ça peut être une réflexion comme ça. Et ensuite, il y a eu une volonté, on va dire un peu historique depuis un certain temps, de s'opposer à l'anthropocentrisme en disant c'est absurde qu'il n'y ait que l'humain qui compte. Hein. Si on est dans une démarche éthique, on va essayer d'aller un peu plus loin. Et du coup, il y a par exemple donc, l'écocentrisme qui va dire qu'il faut défendre plus largement les écosystèmes, l'environnement, voire la planète. Bon, après, il peut y avoir des différences, c'est pas non plus des blocs homogènes. Voilà, donc l'écocentrisme, c'est pour dire que voilà, il y a vraiment une valeur, ce qu'on appelle une valeur intrinsèque accordée à l'environnement, aux écosystèmes, etc. Donc il y a le biocentrisme aussi ensuite, qui est le fait de considérer plutôt l'ensemble des êtres vivants, donc pas forcément l'environnement pour lui-même, mais par rapport aux individus. Donc là, on est plus sur quelque chose d'un peu plus individualiste et voilà, on veut considérer tous les êtres vivants. Voilà, on aurait des devoirs envers eux. Et du coup, ensuite, le scientisme, qui là aussi est sur une démarche où on s'intéresse aux individus, mais là, pas à l'ensemble des individus vivants, mais aux êtres sentients, et sachant que voilà, tous les êtres vivants ne sont pas sentients. Et donc, le scientisme considère qu'il n'y a que les êtres sentients qui ont des intérêts et que voilà, les êtres vivants non sentients en n'ayant pas d'intérêt, il n'y a pas de raison de les inclure dans notre considération, quoi. Je vais reformuler très rapidement. Donc, c'est soit on met le centre des intérêts soit dans l'humain, on va dire, soit c'est l'écosystème, soit c'est la vie, ou les êtres vivants, soit c'est la sentience. Oui, voilà, c'est ça. Sachant que aussi dans l'écocentrisme, ça peut être quand même très large parce que suivant si on parle d'environnement, de biodiversité, il y a plein de termes. C'est pas forcément d'un discours à l'autre. Ça peut être une espèce. C'est toujours en tout cas cette espèce de grand tout que moi je trouve un peu mystique. Mais bon, ça c'est le truc de ma critique. Mais en tout cas, d'un discours à l'autre, ça peut être un peu diversifié. Mais oui, dans l'idée, c'est ça, ouais. Et si on les compare, ces 4 courants majeurs, quels sont les avantages et les inconvénients entre les uns et les autres ? Alors, l'inconvénient de l'anthropocentrisme, bon, il sera assez évident, c'est le spécisme, quoi. A priori, il n'y a quand même pas trop d'arguments pour justifier qu'il n'y ait que l'humain qui compte. Ça commence à être, je ne vais pas dire consensuel, parce que c'est compliqué de parler de consensus en philosophie, mais on va dire très très majoritaire, en tout cas en philosophie, de dire que le spécisme n'est pas justifié. Donc, l'avantage des 3 autres, c'est qu'ils s'écartent de cet anthropocentrisme qui n'est pas justifié. L'écocentrisme, donc, il a cet avantage. Par contre, l'inconvénient, c'est que tous les individus sont un peu noyés, on va dire, effacés derrière ce grand tout. C'est qu'en fait, on néglige les intérêts des individus. Et en fait, il n'y a que des individus qui peuvent avoir des intérêts. Parler des intérêts En fait, dans l'écocentrisme, on parle des intérêts d'entités complètement abstraites, pour qui ça ne fait pas trop sens de dire qu'elles ont des intérêts. Comme la biosphère, la Terre, la planète, Gaïa. Voilà. C'est ça, il y a le truc de l'hypothèse Gaïa, tout ça. Mais en fait, effectivement, l'écosystème en soi, c'est pas quelqu'un, ou comme quand on parle des espèces, on y reviendra, mais c'est des concepts abstraits peuvent pas avoir des intérêts, quoi. Je pense que nous, on a peut-être une tendance d'anthropomorphiser des choses qui sont juste... C'est des concepts, en fait. Voilà, la nature, c'est un concept, c'est pas une entité en soi. Et du coup, je dirais que ça, c'est un point... aussi du coup pour les biocentrismes et le scientisme qui est de revenir à quelque chose d'individuel. Bon, il y a aussi des arguments de l'écocentrisme. Il y a pas mal de débats en éthique environnementale où il y a biocentrisme et écocentrisme qui s'opposent. Bon, il y a des fois des arguments de l'un ou l'autre. Bref, mais en tout cas, le biocentrisme, il a cet avantage de revenir sur l'individu. Et là où, en tout cas selon moi, pas que moi, mais voilà, là où il y a une limite, c'est que le raisonnement du vivant,
en fait, il est assez dur à justifier parce que vu que tous les individus, à partir du moment où ils sont pas sentients, en fait, ils n'ont pas d'intérêt. C'est là que ça fait un point pour le sentientisme. C'est que les êtres vivants, on peut pas nuire directement à un être vivant juste parce qu'il est vivant. Il faut en fait la sentience. Donc là, pour critiquer le biocentrisme, je suis obligé un peu d'expliquer le sentientisme. En fait, c'est que le sentientisme, c'est vraiment le critère le plus logique, dans le sens où la sentience, c'est vraiment à partir du moment où un individu est sentient qu'on peut lui nuire. C'est-à-dire que les individus qui ne sont pas vivants, qui ne sont pas sentients, c'est pas qu'on les néglige, c'est juste qu'en fait on peut pas leur nuire. Donc ça n'a pas de sens de leur accorder des intérêts. Enfin, ils n'en ont pas juste. Donc c'est pour ça que le biocentrisme, en fait, il se préoccupe d'êtres qui n'ont par définition pas d'intérêt. Par exemple, les plantes, elles s'en moquent quand on les coupe. À ce jour, en tout cas, pour les plantes, il n'y a pas de preuve qu'elles seraient sentientes. Oui, effectivement, ça, on y reviendra peut-être. Effectivement, je vous le dis, en tout cas, dans l'idée où elles sont pas sentientes, effectivement. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'un être vivant, s'il n'est pas sentient, après, c'est encore une autre question. Je pense qu'il faut bien distinguer le côté normatif, donc l'idéologie, donc le biocentrisme, le sentientisme, voilà, des faits. Parce qu'évidemment, qu'un sentientiste, si on nous montre que, même si on nous montre que les cailloux sont sentients, on va dire, oui, il faut le défendre. Sauf que, voilà. Mais ça, c'est une question des faits. Mais en tout cas, d'un point de vue des valeurs, c'est si le caillou n'est pas sentient, ce qui, a priori, est clairement le cas, on ne va pas lui accorder d'importance. Donc, c'est vrai que les plantes, il y a beaucoup de gens qui vont prétendre à la sentience des plantes, donc on peut prendre d'autres exemples plus consensuels, mais même si on y reviendra, mais la sentience des plantes ça paraît invraisemblable, mais en tout cas, même pour les bactéries, etc., tous les protozoaires. Les protozoaires, voilà, tous les êtres vivants non sentients, en tout cas, on ne peut pas leur nuire, quoi. Ok. Maintenant, je vais lire quelques extraits rapides du philosophe Cédric Stoltz que tu as dans la vidéo où tu traites ce sujet. Cette vidéo, elle va être en source aussi. Le premier extrait, il dit que dans l'écocentrisme, les animaux n'ont plus de valeur par eux-mêmes, mais sont uniquement des rouages de l'écosystème. Leur propre intérêt à vivre est mis au second plan par rapport à cette finalité qui les dépasse: préserver la nature, l'écosystème, la biodiversité. Et enfin, que la valeur de chaque individu, de chaque animal est réduite à une valeur relative au rôle de son espèce pour la préservation des écosystèmes. Donc là, c'est ce que tu as dit jusqu'à là. Voilà. Et donc, mais c'est bien rédigé, c'est très parlant, je pense. Est-ce que ce courant-là, écocentré, est-ce qu'il est dominant ? Alors, moi, je ne saurais pas forcément dire... tout dépend dominant dans quel contexte. Est-ce qu'on parle en éthique environnementale ou en éthique en général ? En général. En éthique environnementale, je pense que le biocentrisme et l'écocentrisme sont majoritaires. Après, je ne me risquerai pas à faire des stats comme ça, à vue de nez. Après, en éthique en général, si on va un peu plus sur l'éthique animale ou quoi, je pense que c'est plutôt le sentientisme qui est majoritaire. Et si on parle dans la population courante ou dans le milieu écolo ou dans le milieu militant ou quoi, là, je pense que je pense que ce serait difficile de faire une généralité, parce que je pense que la plupart des gens, en fait, en dehors du milieu vraiment, soit le milieu peut-être militant très intello ou peut-être le milieu académique, philosophique, quoi, je pense que les gens ont pas forcément toutes ces nuances. Du coup, les gens sont pas, on peut pas trop les ranger dans une catégorie ou l'autre. Je pense que la plupart des gens, en fait, des fois ils vont parler de vivants, puis à un moment ils vont parler de la biodiversité, des écosystèmes, et puis juste après ils vont parler des humains, et puis juste après ils vont parler d'êtres sensibles. Et en fait, les gens, ils ont un peu un discours pluriel, donc je pense que je dirais que la majorité on va dire du militant et écolo du quotidien, quoi, il se range pas dans une de ces catégories. Et si je reviens sur les phrases que tu as dites, en citant Cédric Stoltz, je suis totalement d'accord. C'est très bien formulé, mieux que ce que je le ferai là. Et d'ailleurs, je trouve que c'est important de mettre en avant à quel point la vision écocentrée, à quel point elle peut nuire aux individus. Parce qu'il y a des arguments, notamment chez certains auteurs en éthique environnementale. Là, je pense à un dernier que j'ai lu récemment. En fait, il y avait un discours de... déjà, c'était pas totalement négliger les animaux, parce que là, on peut faire quand même peut-être des nuances dans tout le mouvement écocentré. C'est qu'il y en a effectivement qui sont très centrés sur les écosystèmes et qui ne prennent pas attention aux individus. Bon, il y en a quand même, ils vont dire, mais si on prend attention aux individus, on prend en compte la sentience et tout, mais on va quand même plus loin que ça. Et ils vont quand même dire, bon, l'écosystème, tout ça, ça a quand même plus de valeur que l'intérêt des individus qui la composent. Et du coup, il y a un argument qui va être, par exemple, mais pourquoi pas aller plus loin ? Ils disent, en fait, mais avec le sentientisme, l'argument, c'est de dire, vous restreignez, en fait, c'est que vous luttez pour que les gens réduisent leur horizon éthique, en fait.
Et du coup, on pourrait dire, si on dit toute chose égale par ailleurs, si on peut, c'est un peu le truc de principe de précaution, on pourrait dire oui, plus on augmente, moins il y a de risques. Enfin, on pourrait, c'est un peu, on peut le comprendre comme ça, que plus on élargit notre cercle de considération, moins il y a de risques de nuire à des intérêts. Oui. Si on le voit comme ça, on peut dire ouais, ok, sauf qu'en pratique, c'est que si on prend en compte des intérêts d'individus qui n'en ont pas, c'est qu'il y a des fois il y a des dilemmes. Et du coup, dans la vision écocentrée, en prenant en compte les intérêts de ces êtres pas sentients, de ces êtres, même pas des êtres, de ces concepts, quoi, et finalement, si au moment où quand il y a un dilemme et qu'on les considère finalement plus importants que les intérêts des individus qui le composent, au final, ça va bien nuire à ces individus. Du coup, je pense que l'écocentrisme est vraiment problématique. Et après, quand même, ce que tu dis là me fait réfléchir, parce que si à un moment donné, bien sûr qu'on peut toujours aller plus loin, mais si aller plus loin, ça demande de considérer moralement des entités non sentientes, ça veut dire quelle est la justification pour le faire, quel est le fondement de faire ça. Parce que si on n'a pas de preuves, si c'est pas étayé, je veux dire, pourquoi on devrait le faire? Alors, moi, je pense effectivement qu'il n'y a pas d'argument pour ça. En tout cas, je n'ai pas du tout été convaincu par tous les arguments qui visent à défendre soit les individus, tout le vivant, soit à défendre les écosystèmes, tout ça. À les défendre, évidemment, je précise, comme valeur intrinsèque. On y reviendra peut-être, mais je suis totalement d'accord qu'il faut préserver l'environnement. Mais comme une valeur instrumentale. Voilà, c'est ça. Peut-être que j'aurais dû un peu plus le préciser quand je parlais d'écologie scientiste ou scientiocentrée. L'idée, évidemment, que c'est protéger l'environnement pour que ça bénéficie aux individus sentients qui vivent au mieux dans leur environnement. Voilà, le problème de cette vision écocentrée, c'est si on en vient à l'idée de est-ce qu'il faudrait élargir un peu... l'argument, ça pourrait être, comme je disais tout à l'heure, le principe de précaution. On pourrait dire au cas où qu'on se trompe, en fait. On peut se dire ça, c'est que si ça se trouve, on se trompe sur le scientisme. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, l'arbre, par exemple, je peux éviter de le couper, soit parce que je me trompe sur le fait qu'il soit sentient ou pas, sur un truc descriptif, mais peut-être que je me trompe sur quelque chose de normatif, sur une de mes valeurs. Donc peut-être que le scientisme est faux, peut-être que c'est le biocentrisme ou l'écocentrisme qui a raison, donc je pourrais me dire, je pourrais éviter de couper... Si j'ai aucun intérêt à le faire, je pourrais peut-être éviter de couper une plante. Allez, pourquoi pas. Mais au moment où il y a des dilemmes qui se posent, là, le fait de prendre en considération ces êtres qui n'ont pas d'intérêt, si ça nuit aux individus sentients, là, ça devient vraiment problématique, quoi. Après aussi, en termes d'esprit critique, le « au cas où », c'est pas un très bon argument, parce que au cas où, la lithothérapie, au cas où, au cas où, on fait tout, non, avec ça. Oui, et j'ai envie de dire, ça tout dépend de qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas à la place. Parce que, imaginons, je ne sais pas si on se dit la pierre, si jamais il y a une possibilité, évidemment, la lithothérapie, ça paraît vraiment invraisemblable que ça marche, mais si jamais il n'y a aucun inconvénient, par exemple, si je mets une pierre, si je me dis, si ça se trouve, elle a un effet positif et que je la mets à côté de moi, pourquoi pas. Le problème, c'est le problème des médecines alternatives, c'est alternative à la médecine, qu'on pourrait dire. Le problème, c'est aussi, surtout qu'elle détourne, du coup, parce qu'il y a des fois ce discours dans les pseudosciences de dire, oui, mais c'est pas à la place des médecines, c'est en complément. Ouais, mais en pratique, souvent, un retard de soins aussi. C'est ça, exactement. Donc soit c'est quelque chose de dangereux, même pour les alternatives à la médecine qui ne sont pas dangereuses, à partir du moment où ça freine d'aller voir des vrais médecins ou que ça retarde les diagnostics, il y a déjà un risque à ce niveau-là, quoi. Et pour revenir à la notion d'espèce versus les individus, pourquoi est-ce si important de placer notre considération d'abord sur les individus eux-mêmes? Comme le reste de la société, l'écologie dominante à ce jour discrimine les animaux non humains de façon arbitraire par le critère d'espèce. En quelques mots, tu pourrais partager ce qu'est le spécisme ? Ouais, alors le spécisme, moi j'aime bien le définir de plusieurs manières. On va dire la définition classique en est donnée, c'est un critère de discrimination arbitraire sur lequel, en fonction de l'espèce, on va traiter différemment les individus, on va les considérer différemment. Et donc là, il peut y avoir des variantes, mais soit avec l'humain tout en haut, soit en tout cas avec une certaine pyramide où les chiens valent plus que les cochons, où on peut se permettre de faire certains comportements sur des cochons qu'on ne pourrait pas se permettre de faire sur des chiens. Donc ça, on peut voir le spécisme comme ça. Après, le spécisme, on peut le définir aussi de manière un peu plus précise, soit tel qu'il est vu par exemple en psychologie, où en fait les discriminations sont évaluées comme tout un système de croyances avec des préjugés. Donc là, il y a des auteurs qui ont fait une échelle du spécisme, où on voit à quel point les gens sont spécistes. Et là, ça peut être intéressant aussi de différencier les valeurs des gens et de leurs stéréotypes, de leur système de pensée, parce que des fois, on peut ne pas adhérer idéologiquement à une discrimination, pourtant on peut avoir tout un système de pensée discriminant. C'est peut-être un peu plus abstrait à dire avec le spécisme, mais si je compare par exemple avec le racisme ou le sexisme, il y a plein de gens qui sont contre le racisme, contre le sexisme idéologiquement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas tout un système de pensée sexiste ou raciste
C'est-à-dire que tout en étant bien intentionné, on peut quand même avoir des idées discriminantes. Parce qu'on a des fausses croyances, des manières de voir les choses. On est conditionné depuis la naissance et tous les jours, il y a des comportements et des croyances qui sont validés tous les jours et qui peuvent être issus d'oppression systémique. Voilà. Et le fait de parler de... Oui, tu as raison effectivement d'en venir à ce côté conditionnement, parce que là on arrive plus à la vision telle que c'est défini en sociologie, qui est du coup définir les discriminations comme des rapports sociaux. Voilà, le racisme généralement il est surtout défini dans ce sens-là, et donc le spécisme on peut aussi le voir dans ce sens-là, où c'est un rapport de domination. En ce sens-là, il y a plusieurs groupes, donc il y a vraiment le groupe des humains en tant que groupe social, et où il y a un rapport de domination envers le groupe des individus animalisés, quoi. Je dis animalisé parce que des fois, ça ne se regroupe pas forcément. Et c'est très intéressant parce que, bien sûr, l'animalisation, elle peut s'opérer entre humains aussi. Voilà, exactement. C'est en ce sens-là que c'est des groupes sociaux. C'est que, en fait, évidemment qu'on ne parle pas de groupe biologique ici. Ça, c'est que je trouve important, la définition sociologique de l'espèce. C'est que si on parle de biologie, les humains seraient des animaux, évidemment. Donc, c'est pas de ça qu'on parle. Quand on dit qu'un humain, quand on insulte quelqu'un, ou quand il y a un rapport de domination et qu'on dénigre les gens en disant c'est juste des animaux, on ne fait pas un rappel biologique. Voilà. Il y a bien quelque chose d'une connotation négative. On les rattache à ce groupe social des individus animalisés. Voilà, c'est ces individus qu'on peut traiter moins bien sans que ça pose souci à personne. Voilà. D'accord. Maintenant, je souhaiterais aborder le fait que dans les discours de société et même au niveau personnel, il est courant d'entendre souvent des mots valises qui semblent aller de soi, alors qu'ils n'ont pas une réelle... Scientifiquement, il n'y a pas une réalité très très solide derrière eux, même si ces mots ils nous servent parfois pour véhiculer des idées, parfois floues. Là, je pense par exemple à la biodiversité, les espèces ou encore le vivant. Ce sont des grands mots qu'on entend partout, mais derrière ces mots-là, c'est difficile parfois de vraiment de les décrire, de les définir et qu'ils aient une réelle, que ce soit un objet scientifique d'étude. Ces notions, ça me semble plutôt intuitif. Or, dans le marché de l'attention, du débat sociétal, elles sont très présentes. Et il me semble que c'est souvent fait au détriment d'autres concepts qui seraient donc davantage pertinents pour éclairer nos choix. Par exemple, on a déjà parlé, donc, le critère de sentience. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Donc, il y a le fait que les termes ne soient pas toujours clairs. Bon, après, ça n'empêche pas forcément de travailler dessus. Par exemple, les biologistes, la plupart seront d'accord pour dire que le terme de vivant, on n'a pas de définition précise de ce que c'est le vivant. Mais c'est pas grave, on arrive quand même à travailler, on arrive quand même à publier là-dessus. Et ça ne nous empêche pas d'essayer de comprendre les choses. C'est pratique d'avoir des termes. Des fois, on a besoin de catégoriser, même si ça ne renvoie pas à des choses précises. Bon, c'est pas forcément trop grave. Donc les biologistes peuvent travailler sur la notion de vivant, même s'ils admettent que c'est un peu flou. Pareil c'est difficile à définir. Ouais, en fait. On peut dire pareil pour les espèces aussi. Ce que c'est une espèce, en fait, on pourrait même dire que ça n'existe pas, les espèces. On a essayé de définir et on n'est pas arrivé. Voilà, c'est une catégorie où on n'a pas de définition. Souvent, la plupart des gens ont en tête la définition de l'interfécondité. Mais en fait, ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours. C'est juste des frontières, c'est des catégories qu'on se met en tête. Donc je vais peut-être pas développer tout ça, mais voilà. Donc oui, tous ces mots, il y a beaucoup de flou. Et même, on pourrait parler aussi de la nature. C'est sûr que ça, c'est un mot. Peut-être qu'on va y revenir, mais il y a énormément de flou. Ça renvoie à tellement de choses. Le problème aussi, alors nature, je pense, c'est encore plus problématique parce que au moins vivant, quand on dit quelque chose de vivant, on voit globalement. Ok, c'est pas hyper précis, mais on voit l'idée, quoi. Globalement, on pourrait dire, oui, on sait qu'une plante est vivante et qu'un caillou ne l'est pas. Ok. Genre, alors, ce que c'est la nature, par contre, qu'est-ce qui est naturel ou pas, tout ça. Alors là, c'est open bar. Voilà, suivant le contexte, en plus, ça aurait pas du tout la même définition, donc il y a aussi ce problème. Mais je pense que là, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a deux choses à bien différencier, c'est qu'il y a le flou des mots, mais ce qui fait qu'ils sont problématiques, en tout cas, qui n'ont pas d'importance en éthique, c'est pas juste parce qu'ils sont flous. Enfin, c'est peut-être un argument de plus, mais c'est pas le fond du problème, dans le sens où même s'il y avait des catégories rigides de ce que c'est les espèces, même si on était sur un créationnisme, j'en sais rien, ou qu'on avait vraiment, qu'il y avait une frontière où on savait bien ce que c'était les espèces, qu'on avait une super définition, ça validerait pas le spécisme pour autant. L'antispécisme resterait tout à fait valide. Et idem, même si on avait une super définition de ce que c'est le vivant et qu'on avait bien délimité à partir de quand quelque chose est vivant et quelque chose ne l'est pas, ça ne validerait pas le biocentrisme en soi. Dans la mesure où on a aujourd'hui la sentience qui est connue et qui est un critère qui sert vraiment pour déterminer pourquoi, moralement, on devrait s'intéresser... Voilà. Et dans la mesure où on n'a pas d'argument en faveur du biocentrisme ou du spécisme. Voilà.
Et justement, on a abordé la sentience à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi elle est si importante ? Est-ce qu'il est possible de définir ce néologisme ? Ouais, la sentience, du coup, c'est la capacité d'un être à ressentir, à avoir des expériences positives ou négatives, donc avoir ressentir des choses, avoir des émotions. Des expériences positives, ça peut être de la joie, du plaisir, et des expériences négatives, donc tout ce qui est souffrance, que ce soit des souffrances psychologiques ou de la douleur. Et si l'important, c'est parce que alors je vais peut-être me répéter, mais ça serait peut-être pas plus mal de le dire à nouveau. C'est qu'en fait, c'est à partir du moment où un individu est sentient, on peut lui causer du tort ou on peut lui faire du bien. C'est-à-dire que si on peut souffrir, quand on peut souffrir, on a des intérêts donc notamment à ne pas souffrir, mais aussi ça peut être autre chose. On peut avoir des intérêts à s'émanciper, à jouer, des intérêts à défendre, comme on dit. Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'on peut, un cochon par exemple, on peut, si on le frappe, si on lui tranche la gorge, on peut nuire à ses intérêts. Là où un être non sentient, un caillou, en fait, il est indifférent à ce qui lui arrive, c'est-à-dire que ça ne lui fait rien, justement, parce que par définition, en fait, subjectivement, il n'a pas de subjectivité, en fait. Il ne ressent rien. Donc, idem avec tous les êtres vivants non sentients. Voilà. Mais et je pense que là où c'est important à préciser aussi, c'est que c'est pas... peut-être qu'on aura des informations contradictoires là-dessus, mais en tout cas, a priori, pour l'instant, c'est pas tous les animaux qui sont sentients. Il y a des animaux qui pourraient ne pas être sentients. Donc, du coup, l'idée aussi, si on est sentientiste, c'est pas de défendre tous les animaux, comme on entend peut-être beaucoup dans le milieu animaliste, cette idée des animaux. Mais en fait, si on veut être précis, c'est pas tous les animaux, puisque les animaux non sentients, ce qui pourrait être très probable, par exemple, pour des coraux, ou pour des méduses, c'est-à-dire que si jamais elles sont impactées, ça ne leur fait rien, quoi, parce que justement, elles n'ont pas d'expérience subjective, voilà. Alors, il y a eu pas mal d'études en éthologie, en neurobiologie, ainsi que par rapport à l'évolution en biologie. Quel est l'état des connaissances scientifiques à ce jour ? Alors, l'état des connaissances actuelles... Alors, il y a justement eu récemment la déclaration de New York qui liste un peu le consensus de où on en est, parce qu'il reste encore beaucoup d'incertitudes, en tout cas. Mais il y a certains points sur lesquels on a quand même de assez grandes certitudes. Donc, les certitudes, ça serait qu'actuellement, on aurait de la sentience chez au moins tous les vertébrés, donc tout ce qui est mammifères, poissons, oiseaux, voilà. Et donc et aussi en dehors des vertébrés, ça irait jusqu'aussi aux céphalopodes, donc comme les pieuvres, les seiches, calamars, et aussi jusque même aux insectes, aux drosophiles, etc. Et aussi les humains, il ne faut pas oublier, parce que souvent, je pense que c'est important à dire quand on parle de scientisme. On est des animaux vertébrés. Voilà, c'est que ça s'applique. Pour moi, le scientisme, c'est bien l'idée de défendre tous les intérêts. Donc, c'est pas juste une lutte animaliste, ça, c'est important à dire, c'est que ça prend en compte les luttes humaines. Donc, si on est scientiste mais qu'on veut être cohérent, ça oblige en fait à s'opposer au racisme, au sexisme et à toutes les discriminations qui concernent les humains. Ouais. Voilà. Et du coup, pour continuer sur ce qui paraît consensuel ou très majoritaire, c'est que il y aurait a priori pas de sentience pour l'ensemble des non-animaux. Voilà. Et pour ce qui est des animaux, pour certains animaux comme par exemple, notamment les coraux, ça paraît assez invraisemblable, quoi. Est-ce que tu peux juste, parce que là, Karine en a parlé, mais très rapidement, aujourd'hui on a 3 axes principaux dans le domaine des sciences pour étayer donc la sentience. Donc un, c'est l'éthologie, c'est-à-dire c'est la science qui étudie le comportement des animaux, en gros, pour résumer. La neurobiologie, bon, ça porte bien son nom, neurobiologie. Donc là, on va s'intéresser au cerveau, au système nerveux, etc. Et après, bien sûr, on a l'évolution en biologie. Mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ça, s'il te plaît ? J'ai l'impression, je vois plusieurs choses dans ta question. Alors, il y a un peu les critères sur comment on évalue la sentience. Donc, je pense que c'est ça que tu voulais dire par ces 3 groupes. Donc, il y a effectivement les critères comportementaux, les critères du coup biologiques et les critères évolutifs. Mais je vais peut-être, avant de revenir là-dessus, dans ce que tu as dit, il y avait un peu le truc des disciplines scientifiques. Mais en fait, le nombre de disciplines qui travaillent sur la question, elle est vraiment large, en fait. Notamment si on regarde qui sont les auteurs, dans quelle discipline ils travaillent, ou même par exemple, dans ceux qui ont signé les déclarations de Cambridge ou de New York, c'est assez diversifié. Parce qu'en fait, la question de la sentience, elle est assez complexe, elle touche forcément à plein de domaines. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, elle touche à l'éthologie, elle touche aux neurosciences, elle touche forcément à la psychologie, et elle touche à plusieurs domaines de la philosophie aussi. Par exemple, la philosophie de l'esprit, tout simplement, parce que, alors on va peut-être pas entrer dans le détail, mais en philosophie de l'esprit, il y a énormément de questions mais c'est quoi la conscience quand on parle de conscience ? Parce que la sentience, j'aurais pu le préciser tout à l'heure, mais si on veut être précis, c'est une partie de la conscience.
ça renvoie à la conscience phénoménale. Parce que la conscience, c'est un terme très varié, ça renvoie à plein de choses. Il y a plusieurs types de conscience. Voilà. Du coup, voilà, tout ce qui est conscience de soi, tout ça, là, on n'est pas en train de parler de ça. Là, on parle Ou conscience d'accès. Là, voilà. on s'intéresse vraiment à la conscience phénoménale. C'est ça, oui, voilà. Donc, plus précisément, la conscience phénoménale, c'est l'ensemble des expériences phénoménales, donc les expériences vécues, subjectives. Là, et plus précisément, la sentience, c'est les expériences phénoménales qui ont ce qu'on appelle une valence, donc quelque chose de positif ou de négatif. Donc, c'est-à-dire quelque chose d'agréable ou désagréable. Voilà, donc il y a des sensations, dans les sensations qu'on peut ressentir. Bon, mais si par exemple, il y a des sensations, s'il me fait frapper, bon, ce sera une sensation désagréable, là où et d'autres sensations peuvent être agréables. Et en tout cas, du coup, ça soulève beaucoup de questions en philosophie, en philosophie de la conscience. Est-ce qu'il y a plein de débats sur ce qu'est la conscience, sur comment ça se matérialise. Est-ce que, enfin bon, ça revient même il y a la question de dualisme, tout ça. Il y a plein de choses. Et dans les questions de philosophie de la conscience, déjà il y a toute la philosophie de la conscience qui s'intéresse à l'esprit humain. Et puis il y en a aussi, il y a plein de chercheurs qui sont spécialisés sur la conscience de certains animaux. Oui. Et après, là où il y a une grosse part sur cette question de chercheurs qui travaillent, c'est tout l'aspect sur l'épistémologie et la philosophie des sciences. Parce qu'en fait, évaluer la sentience des autres individus, c'est un énorme défi épistémologique. On ne sait pas aujourd'hui. Ça parle peut-être pas à tout le monde le terme épistémologique, mais en fait, quand on parle d'épistémologie ou de philosophie des sciences, je ne vais pas forcément faire toutes les nuances là, mais en gros, c'est l'idée de questionner les méthodes scientifiques, de voir, parce que là, actuellement, on a forcément des méthodes, c'est le principe de la science, d'avoir des méthodes les plus rigoureuses possibles pour avancer, pour étudier les choses. Mais ces méthodes, elles évoluent, on n'a pas les mêmes méthodes maintenant qu'il y a 30 ans. Et c'est le rôle de l'épistémologie et de la philosophie des sciences que de questionner ces méthodes et de montrer les limites et de montrer, mais en fait, les méthodes qu'on utilise là, elles sont pas valides, elles mènent à des conclusions erronées, voilà. Et donc, il faut améliorer ces méthodes. Et donc, sur une question comme ça, où il y a un énorme défi épistémologique, parce que évaluer les états mentaux des autres, par définition, c'est forcément complexe parce qu'on ne peut pas avoir accès aux états mentaux des autres. Ça, je ne peux pas savoir ce que tu ressens. Du coup, c'est pour ça que, donc on va revenir aux critères que tu as mentionnés. Et même, on a des listes de critères, il faut quand même garder en tête qu'actuellement, il n'y a pas de consensus sur quelle liste, il n'y a pas de liste précise. Il y a des listes qui vont, par exemple, il y a la liste de Sneddon qui a, je crois, 17 critères. Il y a une liste de Birch à 8 critères. J'espère que je ne me trompe pas dans les noms d'auteurs. Bon, bref, il y a différentes listes avec différents nombres de critères. Mais en tout cas, effectivement, tous ces critères, on peut les recouper dans différentes grosses catégories. Donc, les indices comportementaux, forcément, on réagit suivant ce qu'on ressent. Par exemple, il est très connu le test du miroir. Par exemple. Ouais, alors oui, effectivement, mais ça, c'est encore autre chose. Le test du miroir, il sert plutôt à évaluer la conscience de soi. Donc ça parle de conscience, mais c'est pour évaluer la sentience en soi. Je ne sais pas si ça permet d'avoir des informations sur la sentience, mais en tout cas les expériences, ça va plus être par exemple. Est-ce qu'on essaye de guérir une blessure par exemple? Oui, exactement. Ouais, voilà. Si par exemple un animal il va aller dans un lieu où il y a un antidouleur, si il a été blessé et qu'il va davantage dans le lieu où il avait l'antidouleur alors qu'il n'y allait pas avant, ça c'est un indice de sentience effectivement. Sachant que tous ces indices, si des indices isolés ne valent jamais beaucoup, on est vraiment assez exigeant. En fait, il y a deux choses à éviter. Il y a ce qu'on appelle des fois l'anthropodénie, le fait de nier les facultés humaines aux animaux. C'est ça. Donc ça, c'est anthropodénie, c'est très intéressant le concept. Donc souvent, on nie. Maintenant, il y a de moins en moins de monde qui fait ça, mais de nier que les animaux puissent avoir des ressentis. Typiquement, les animaux d'élevage, il y a plutôt un anthropodénie. Exactement, oui. Il y a le terme de mantaphobie aussi qui est utilisé pour décrire ça. Bon, en tout cas, et l'autre écueil à éviter, ça serait des fois l'anthropomorphisme de trop prêter attention, de trop prêter des intérêts. On le fait un peu avec l'IA aujourd'hui. Est-ce qu'on fait peut-être, alors ça dépend qui. Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui le font. Après, je ne saurais pas faire une généralité. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui essaieraient ou qui aimeraient bien qu'on puisse développer ou qu'elle puisse émerger une IA sentiente. Ouais, alors le fait que des gens souhaiteraient les développer, c'est pas forcément de l'anthropomorphisme, dans le sens où pour moi ce qui serait de l'anthropomorphisme, c'est par exemple ChatGPT m'a dit qu'il ressentait ça, par exemple ChatGPT m'a dit je suis désolé, il écrit souvent ça, mais non en fait il n'est pas désolé dans le sens il n'a pas de ressenti. Il n'est pas sentient. Mais si on pense qu'il a vraiment ressenti ça, effectivement là ça serait de l'anthropomorphisme en tout cas. Donc ça en tout cas dans les études sur la sentience, les auteurs sont quand même vigilants là-dessus à éviter d'être trop restreint à l'humain, mais aussi de trop prêter des facultés humaines. Par exemple, si c'est pas parce que, notamment un exemple d'anthropomorphisme, alors c'est souvent que les animalistes sont accusés d'anthropomorphisme, souvent à tort quand même, mais par exemple, si un animal ou une plante réagit à un stimulus,
ça ne veut pas dire qu'elle est sentiente. C'est pas suffisant. C'est là quelque chose à distinguer. C'est pour ça aussi que là qu'on est en train de parler de sentience, c'est pas de sensibilité, parce que voilà, une plante ou même un portable vont réagir, mais c'est pas parce qu'ils réagissent qu'ils ressentent. Un panneau photovoltaïque aussi. Hein. Voilà. Donc le terme de sensibilité, en plus, il est super flou, il renvoie à plein d'autres choses. Voilà. Mais en tout cas, c'est-à-dire que quand on parle d'évaluer les critères comportementaux, ça ne veut pas dire que c'est pas juste il a bougé, donc il est sentient. Non, c'est vraiment complexe. Il y a plein de critères, il y a des évaluations quand même assez complexes, assez sophistiquées quand même. Voilà. C'est pas pour rien qu'il y a des chercheurs en philosophie des sciences qui questionnent les méthodes et qui sont capables de dire non, là les méthodes qu'on utilise elles sont pas terribles. Il faut être un peu plus précis. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est arrivé donc aux critères de sentience qui, à ce jour, dans l'état de connaissance, ça semble le plus fondé. D'un point de vue éthique. Oui. En tout cas, même descriptif en termes scientifiques, non? En tout cas, d'un point de vue scientifique, je pense que pour distinguer un peu les deux questions, je pense que sur le plan normatif, il est assez solide dans le sens où, effectivement, en éthique, je trouve que j'ai l'impression que dans le débat actuel en philosophie morale, ça devient assez difficile de justifier, de ne pas prendre en compte le critère de sentience. Et après, sur le plan descriptif, j'ai l'impression que même si on n'est pas scientiste sur le plan normatif, j'ai l'impression que sur le plan descriptif, le terme, en tout cas, oui, est assez clair. La définition est claire. Après, il reste quand même des difficultés. Il y a tous les débats en philosophie de la conscience qui font que ça reste. Il peut rester des questions un peu complexes, quoi. Je dis ça parce qu'il y a aussi eu donc la déclaration de Montréal en 2022. Donc toi, tu nous as parlé avant de celle de New York qui est tout récente. Oui. Mais en 2022 déjà, on a eu une déclaration donc qui disait que l'utilisation actuelle des animaux non humains comme des ressources est moralement répréhensible et doit cesser. Oui. Donc ça c'est déjà, là on est passé du descriptif au prescriptif. Oui, effectivement, mais là forcément c'est parce que sur la déclaration de Montréal, c'est bien fait par des philosophes qui la plupart travaillent en philosophie morale et politique. Du coup, c'est leur partie effectivement de traiter la question normative. Ils partent de ce postulat que les individus qu'on exploite sont sentients. Ils s'appuient notamment sur la déclaration de Cambridge, qui date de 2012. C'est ça. Et du coup, en se basant sur ça, ils disent les individus sentients, ils peuvent souffrir. Le spécisme n'est pas justifié. Enfin, je ne sais plus comment il le formule. En tout fait, cas, pour dire vraiment la phrase qui va résumer cette déclaration de Cambridge sur la conscience en 2012, ça serait que les animaux non humains ont une conscience analogue à celle des animaux humains. Ouais, ce que disait Cambridge, c'était déjà que les humains sont pas les seuls à avoir le substrat neurologique suffisant pour la conscience. Voilà, ce qui paraît peut-être assez évident maintenant, mais en tout cas, c'était déjà mettre vraiment un coup, vraiment avec cette première déclaration officielle qui mettait vraiment un coup à cette idée un peu de l'exceptionnalisme humain, quoi. C'est-à-dire, non, il y a quand même beaucoup d'animaux qui sont capables de ressentir des choses, qui sont capables d'avoir une conscience, et qu'il n'y a pas forcément aussi besoin d'avoir un néocortex ou quoi. On en revient d'ailleurs sur les critères physiologiques. Voilà, des fois, on est un peu trop anthropocentré ou on attend le même bagage biologique que les humains, alors que pas forcément. Et du coup, la déclaration de Cambridge disait il y a a priori, ça incluait les mammifères, les oiseaux et d'autres invertébrés comme les pieuvres. Et du coup, c'est en se basant sur ça que la déclaration de Montréal vient dire en tout cas, vu que les animaux qu'on exploite peuvent souffrir, et que c'est injuste parce que ces souffrances ne sont pas nécessaires, du coup, il faudrait œuvrer à alors je crois qu'il formule la disparition de l'exploitation animale, la fermeture des abattoirs, la fin de la pêche, et plus d'alimentation végétale. Il y a eu aussi la déclaration de Toulon qui fait aussi référence à la déclaration de Cambridge pour dire que les animaux étant sentients, donc c'est la déclaration de Toulon sur la personnalité juridique de l'animal, et donc le but c'est de faire évoluer le statut juridique des animaux. Donc voilà, du coup, il y a 4 déclarations, donc ces 3-là, et donc la récente déclaration de New York qui vient faire état du consensus actuel, après, parce que là, on est 12 ans après Cambridge, donc 2012 et maintenant là, 2024, pour dire, depuis 12 ans, il y a eu vraiment beaucoup d'études, en fait, sur la question de la conscience, de la sentience. Et du coup, là, la déclaration de New York étend en disant, aujourd'hui, on a quand même de bonnes certitudes pour l'ensemble des vertébrés, donc y compris reptiles, amphibiens, poissons, et de nombreux invertébrés, donc comprenant au moins donc les céphalopodes comme les pieuvres, les sèches, des crustacés comme les écrevisses, crabes, crevettes, homards, pas mal d'insectes, etc. Moi, je le trouve très intéressant aussi parce qu'il y a 3 points, et le 3e, il est prescriptif. À un moment donné, il dit qu'il est responsable donc, de faire des choix qui prennent en compte ces connaissances-là.
Et c'est la première fois que je lis dans une déclaration, en tout cas, qu'il y a cette charge prescriptive aussi évidente. Effectivement, c'est vrai qu'il y a tout un passage sur cette déclaration de New York. Ça montre que, en fait, il y a quand même un peu, même si les gens ils n'ont pas forcément le terme sentientisme, c'est quand même assez répandu. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, même si les gens ils ont des fois des visions biocentrées ou écocentrées ou quoi, il y a quand même des fois un implicite que, oui, à partir du moment où si un être peut souffrir, il y a quand même un problème éthique à nuire à ses intérêts. Et donc, c'est vrai que dans cette déclaration, même si c'est pas écrit par des chercheurs en philosophie morale, il y a cet implicite que, oui, on montre que les individus sont sentients, et du coup, ça pose quand même problème de les faire souffrir, quoi. Une écologie sentiocentrée semble bénéficier de l'argumentation la plus étayée et solide vis-à-vis des connaissances fiables et disponibles à ce jour, ainsi que moralement plus juste de par l'inclusion de tout être sentient. Personne ne devrait donc être mis sur le côté humain ou non humain. Est-ce qu'il te semble que c'est celle la plus progressiste? Et si oui, est-ce qu'il faudrait la promouvoir? Alors, oui, complètement. Alors, moi, c'est un peu un de mes combats de militer pour ça. Donc, oui, je suis complètement pour qu'on fasse progresser le sentientisme. Après, sur le côté vraiment progressiste, alors je vais peut-être aller sur une réflexion un peu moins personnelle. Jusque-là, je pense que ce que je dis, c'est quand même partagé assez partagé par pas mal de gens en éthique. Là, si je fais une réflexion un peu plus personnelle sur la question du progressisme, sur la vision peut-être aussi gauche-droite, je pense que la défense des intérêts des individus, et donc le fait d'éviter de nuire aux individus, je pense que le fait de nuire aux intérêts des individus, ça peut être acceptable que si ça bénéficie à d'autres individus. Je pense que c'est un peu logique dans le progressisme, c'est qu'en fait chacun peut vivre sa vie librement, chaque intérêt doit être pris en compte. Il n'y a pas de raison qu'on restreigne des libertés, des intérêts des individus sans justification. Ça me paraît de la base du progressisme. C'est un problème dans les idéologies qu'on peut trouver de droite ou liberticides, c'est quand en fait elles sont soit trop permissives, c'est-à-dire qu'elles permettent une liberté trop large, même quand ça impacte la liberté des autres, ou une liberté trop restreinte qui fait qu'il y a une restriction même quand ça n'a pas d'intérêt et que ça va juste créer de la nuisance en fait. Du coup, je pense que ça serait chouette si plus de gens à gauche réalisaient ça. On est d'accord ici chez Comcat. Ouais. Mais du coup, le progressisme, du coup, je pense c'est effectivement d'inclure les individus sentients pour éviter les nuisances injustifiées et aussi d'éviter de faire passer ses intérêts au second plan pour des choses qui n'en ont pas. Donc aussi bien pour les traditions, restreindre des libertés et donc des intérêts au nom de la tradition que au nom de la nature, une sorte de choses auxquelles on aurait accordé une valeur intrinsèque alors qu'il n'y a pas de raison, quoi. Dans la mesure où l'argument fallacieux de l'appel à la nature est encore très présent quand on parle d'écologie en général, est-ce que tu penses qu'une sorte de mise à jour scientiste devrait avoir lieu dans cette écologie? Est-ce que tu penses que en fait, c'est pas encore pris en compte donc cet état de connaissance et que l'écologie encore est un peu à la traîne? Alors, sur l'appel à la nature, c'est sûr qu'on l'a dit tout à l'heure, mais le mot nature, il est très flou. Suivant le contexte, ça renvoie à plein de choses. La nature, des fois on parle de nature humaine, des fois on parle d'un lieu, on va en nature, où il y a l'opposition à la culture, l'opposition à la technique. Ou même à l'humain, non? Cette frontière. Mais je trouve que Nicolas Martin, d'ailleurs, l'explique très très bien ça. On va faire un concat avec Loïc bientôt. Oui, super. Voilà. Je trouve que sur l'appel à la nature, il y a souvent cette idée que ce qui serait naturel serait bon. Donc ça peut être sur plein de sujets, ça peut être aussi en dehors de la question éthique, notamment avec le fait que ça soit bon sur l'alimentation. Là, il y a Florence Delry qui a fait une très bonne conférence pour expliquer les mythes de l'alimentation naturelle, alors que ce qui est naturel d'un point de vue nutrition, il n'y a pas de raison que ce soit forcément mieux. Et sur le plan éthique, effectivement, ce qui est naturel, il y a plein de contre-exemples pour montrer que quelque chose de naturel, ça peut être pas spécialement souhaitable, quoi. Et il y a un autre problème de l'idée de nature aussi, ça c'est quelque chose, si on va un peu plus loin, tu citais Cédric tout à l'heure, le problème de la nature des fois c'est quand ce qu'on appelle la naturalisation, ça les féministes matérialistes l'ont bien montré aussi, comment on naturalise les oppressions et qu'on fait d'un rapport social, on en fait une espèce de fait biologique, on le naturalise et ça devient, c'est comme ça, c'est normal, c'est dans la nature des individus qu'ils aient cette position sociale et du coup on ne peut pas le remettre en question, quoi. Essentialisation et
même c'est du conservatisme à un moment donné. Ouais, exactement, oui, c'est ça. C'est cet ordre naturel qu'on ne peut pas du coup toucher. Et du coup, voilà, c'est le fait qu'il n'y ait pas de remise en question. En fait, ça va un peu de pair avec cette logique conservatrice où on veut maintenir le système tel qu'il est malgré les inconvénients, quoi. Et pourtant, je pense que plein de gens, même de façon aujourd'hui intuitive, ils pourraient se rendre compte, par exemple, la pilule. Il n'y a rien de naturel là-dedans, et pourtant c'est un énorme progrès pour la cause des femmes. Alors j'ai envie de dire effectivement, et à la fois je pense que je dirais on pourrait trouver peut-être de meilleurs exemples parce que là il y a quand même des effets négatifs. Les gens pourraient dire oui mais il y a des effets négatifs, mais en tout cas on pourrait, dans la médecine ou quoi, on pourrait trouver des tas d'exemples qui ont clairement que des conséquences positives, quoi. Ouais. La réponse à la question de pourquoi être écologiste s'est éclaircie au fil des sujets traités. Selon une approche sentiocentrée, il s'agirait d'étudier les interactions entre l'environnement et les êtres sentients qui les habitent pour améliorer leurs conditions de vie. Le but n'est donc plus la préservation d'un écosystème, car il se peut que parfois sa transformation amène davantage de prospérité aux êtres sentients qui le peuplent. Oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas des... la plupart du temps, on va chercher quand même à préserver les écosystèmes, mais pas en soi. Mais pas en soi. Voilà. C'est la valeur... c'est qu'il y a une valeur instrumentale des écosystèmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une valeur là où les individus sentients, les intérêts des individus sentients, ils ont une valeur intrinsèque. Voilà, du coup, quand on parle de valeur extrinsèque ou instrumentale, c'est pour dire que c'est important, mais pas en soi. Bon, si je fais un truc un peu plus clair, par exemple, le fait de bien manger pour vous, c'est pas ça qui est important en soi. Ce qui est important, c'est peut-être d'être en bonne santé. Ça, c'est une valeur intrinsèque. Et le fait de manger des trucs sains, c'est que indirect parce que ça vous permet d'être en bonne santé, quoi. Ça n'a pas une valeur en soi. Je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais en tout cas, pour l'environnement, c'est que ça n'a pas une valeur en soi, mais ça conserve, ça a quand même une importance. Et donc là, évidemment, ça sera un point d'accord de manière générale avec dans les différentes écologies. Ça sera quand même effectivement, il y a quand même une volonté de préserver l'environnement, mais pas pour les mêmes raisons. Il y en a qui accordent une valeur intrinsèque à l'écosystème. Il faudrait le préserver parce qu'il a une importance en soi, là où les scientifiques, on va dire, ça a une importance que pour les individus. Je vais peut-être faire un exemple plus clair. Par exemple, polluer un lac, pour un scientiste, ça, c'est pas un problème pour l'eau. Genre, le lac en lui-même, c'est pas quelqu'un, le lac. Ça n'a pas de sens de dire que le lac a été impacté, qu'on n'a pas nuit au lac. Par contre, les poissons qu'il y a dedans, les animaux qui vont boire cette eau empoisonnée, toutes les parties qui vont être... ça va avoir d'autres conséquences indirectes et tout sur peut-être l'agriculture à côté, j'en sais rien. Mais tous ces impacts, ça va causer des nuisances. Mais c'est pas le lac à qui on a nuit. Ça, c'est important quand même parce que il y a une idée qui est très, je pense, presque par défaut, c'est celle de la préservation. C'est que dans tous les cas, on pense souvent à préserver. Ces mots-là, ils reviennent tout le temps. Alors que parfois, dans la nature, il y a dans certains écosystèmes, donc il peut y avoir des animaux qui le peuplent et qui souffrent peut-être, et on pourrait agir, on pourrait transformer ces environnements-là, mais on ne va pas le faire parfois parce que c'est une sorte voilà, c'est l'humain qui rentre dedans et on ne devrait pas toucher à ces choses-là. Donc cette idée que la préservation en soi n'est pas une finalité, mais que c'est toujours pour le bénéfice des êtres sentients qui habitent ces environnements-là, ça me semble important de casser cette idée de la préservation. C'est sûr qu'on te dit qu'à la plupart du temps, on va préserver, mais pas toujours. Oui, tout à fait. C'est vrai que la préservation, si on a un système... on peut très bien avoir quelque chose de très... un équilibre, quelque chose de très équilibré et qui soit horrible. Donc, est-ce que c'est souhaitable pour les individus qui l'habitent ? Peut-être pas. Donc, effectivement, on pourrait très bien intervenir. Après, le truc de l'intervention que tu mentionnes, moi, je suis totalement d'accord que si on peut intervenir avec que des conséquences positives, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Il n'y a pas de raison que on a une vision des fois peut-être un peu essentialiste, justement, où c'est loin de nous. Les humains n'ont pas à intervenir. Pourquoi, en fait des fois, il y a les arguments que oui, mais quand on est intervenu jusque-là, ça a eu des conséquences négatives. Oui, mais le contexte où les humains sont intervenus pour leur bénéfice personnel, pour avoir des ressources et tout, c'est quand même pas comparable au contexte où on intervient pour les intérêts des individus qui l'habitent. Ça, c'est quand même très différent. Mais après, surtout que la majorité du discours qu'on peut dire interventionniste, même actuellement, même les auteurs qui parlent le plus de ça, ils restent encore très prudents et ils disent pas à balle il faut tuer des prédateurs, il faut intervenir. Non, ils disent juste on reste très prudent. Juste par exemple quand actuellement encore si vous avez la plupart des gens, si vous avez un oiseau je sais pas qui est dans votre jardin et qui a faim, vous allez le nourrir. Oui, en soi vous intervenez dans l'écosystème autour de chez vous, ça pose problème à personne. L'idée c'est juste de transposer ça, à dire si on pouvait, c'est vraiment déjà faire accepter quelque chose de normatif. C'est même pas de quelque chose que de
en pratique. C'est déjà faire accepter, ce qui est déjà pas facile, mais faire accepter que mais il n'y a pas de raison de ne pas intervenir si on peut le faire avec des conséquences positives. Après, ça ne veut pas dire qu'actuellement, on a toutes les connaissances nécessaires pour intervenir. Il y a quand même plein de questions qu'il faut encore répondre, mais déjà, il faut aussi accepter que si la question de base est importante, il faut pousser la recherche, il faut évaluer à quel point on pourrait intervenir pour le faire ça dans les meilleures conditions, et surtout, évidemment, que tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas intervenir si ça va causer plus de problèmes en cascade, parce que oui, il y a souvent le contre-argument de dire mais si on intervient, il va avoir telle et telle conséquence, et donc finalement ça sera moins bien. Oui, mais si tout le monde est d'accord que si on intervient et que les conséquences sont moins bonnes in fine, oui, c'est pas cool, mais ça tout le monde est d'accord. Voilà. On a traité donc déjà un sujet où en fait donc l'écologie, on va dire dominante, et celle scientiste qu'ici on est en train de discuter. Donc on a déjà traité un sujet, donc c'est donc l'intervention dans la nature qu'on dit, ou la gestion des espaces naturels. Mais en fait il y en a beaucoup d'autres. On peut penser par exemple aussi à l'agriculture biologique. Les produits qui sont labellisés bio, ils font souvent des parties des mesures écologiques qui sont mises en avant, même par rapport à EELV par exemple. Mais ça manque de preuves sur leurs bienfaits écologiques ou sur la santé. Et il existe aussi donc des pesticides dits naturels dans leur cahier de charge. Et les rendements aussi aujourd'hui, on sait qu'ils sont moindres. Ce qui implique de prélever davantage de terre, par exemple. Et donc, on va empiéter davantage sur des espaces dits naturels. Donc, tout compte fait, est-ce qu'on peut dire que choisir bio est mieux pour les êtres sentients, même si c'est compliqué la question, hein? Ouais. Alors moi, je vais peut-être pas trancher ça là parce que c'est pas mon domaine, je suis pas du tout spécialisé là-dessus. Mais ce que je dirais sur le bio, c'est qu'effectivement, le fait qu'il se base sur un appel à la nature, c'est un problème. Donc, alors j'avais fait justement une vidéo où j'en parlais sur comment raisonner rationnellement en écologie, parce que là, je vais la mettre en source. Ouais, là, on est sur la question. Là où ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement il y a ce côté esprit critique. Il faut vraiment quand même remettre en question notre vision de l'écologie de manière générale. Donc ça va aussi un peu plus loin que les valeurs. Ça va aussi sur les croyances qu'on peut avoir, des croyances fausses. Le fait que ce qui est naturel soit mieux, mais il y a aussi plein d'autres croyances fausses qui sont très répandues dans le milieu écologiste. Et donc dans la question du bio, effectivement, la plupart des gens pensent que moi-même je le croyais, que le bio c'était... moi aussi. Voilà. Et donc moi, il y a plein de... Effectivement, tu sais, sur le rendement, après il y a des contre-arguments, moi je vais pas prendre tout le débat, donc moi je dis avant même de certifier, je vais pas certifier que le bio est moins bien ou quoi, mais je dirais que à minima, il pourrait être mieux que ce qu'il est s'il changeait de critères. C'est-à-dire que s'il garde, peut-être qu'il a des avantages, je ne connais pas tous les avantages, je ne connais pas toute la balance, mais en tout cas, si on arrêtait avec ce critère du naturel et que certains, par exemple le sulfate de cuivre qui est considéré comme naturel et qui quand même pose beaucoup de problèmes, et peut-être qu'il y a des trucs qui sont considérés comme pas naturels, du coup on ne les utilise pas. Et qui seraient peut-être pourraient être pas si mal. Donc en tout cas, le bio pourrait être mieux que ce qu'il est. Voilà, donc je m'en tiendrai à ça sur le bio. Il y a les produits aussi dits transformés, ils sont parfois boudés, voire diabolisés. Il y a l'opposition aux produits d'origine animale, de la viande cultivée qui est notoire. Et au-delà du manque de preuves de telle opposition, qu'est-ce que cela dit sur la considération qui est réservée aux individus non humains ? Ouais, je pense que ça dit plusieurs choses. Donc il y a déjà... On va dire quelque chose où les gens pourraient faire des fois la remarque de manière honnête en pensant qu'effectivement que les produits transformés seraient moins bien, alors qu'en fait c'est quand même plus complexe, parce que de manière générale, oui, toute chose égale par ailleurs, si vous mangez que des produits transformés ou que des produits bruts, il y a plus de chances. Mais c'est plus une corrélation, quoi. C'est-à-dire que le produit transformé, effectivement, en moyenne, il y a des chances. Et encore, pour ceux qui sont végétaux, on n'a pas trouvé. Hein, mais... Oui, voilà, mais c'est pour ça. En fait, ça dépend du processus de transformation. C'est que en moyenne, c'est-à-dire que la transformation, c'est un risque de dégrader l'aliment, effectivement. Mais ça ne veut pas dire que c'est toutes les transformations. En fait, ça dépend du processus de transformation, mais ça dépend aussi... Et tout est transformé aussi. Voilà, oui. Mais ça dépend de comment il a été, comment il a été cuit, du processus, ça dépend des ingrédients aussi, parce que avoir un produit juste mixé, c'est pas pareil qu'avoir un produit mixé, super chauffé, où lequel on a rajouté plein de sucre, plein de sel et plein d'additifs ou j'en sais rien, ou plein de trucs, j'ai pas forcément d'exemples de trucs. C'est pour ça qu'on a le Nutri-Score. Qui nous aide. Alors le Nutri-Score peut aider. Alors le Nutri-Score il n'est pas parfait, mais en tout cas ça peut avoir l'avantage de guider un peu le choix des gens qui n'ont pas forcément le temps de lire les ingrédients. Moi je pense toute chose égale par ailleurs, je pense que c'est mieux de lire les ingrédients et de connaître un peu la nutrition, mais
en tout cas, si on n'a pas le temps pour beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de s'informer et ou qui n'ont pas le temps de lire les ingrédients ou quoi, oui, effectivement, le Nutri-Score, il a cet avantage. Oui, il y a une validité scientifique derrière le Nutri-Score, il me semble. Oui, ça se base pas sur. Oui, quand je dis que c'est limité dans le sens où ça peut pas en prendre en compte tout. C'est un calcul qui est forcément. Il s'améliore aussi. Mais globalement, oui, il s'améliore globalement. Non, mais globalement, ça reste très, très chouette, le Nutri-Score. Et sur ce que ça dit aussi par rapport aux animaux, c'est que déjà il y a le fait effectivement que ça se base sur tout un appel à la nature, des choses, des faits, des idées tout à fait contestables. Mais après il y a le fait aussi que quand il est étudié de manière moins honnête, c'est que des fois c'est une opposition par principe parce que on veut garder le système, on veut garder l'élevage, on veut garder le système d'exploitation animale, et du coup les gens vont se scandaliser des produits végétaux transformés qui peuvent remplacer la viande. Pourtant ces mêmes personnes des fois vont tout à fait consommer de la viande transformée. Bon, c'est souvent l'argument n'est pas forcément donné de manière honnête. Sur la viande cultivée, je pense on peut bien distinguer tout ce qui est produits végétaux, on va dire les simili, quoi, ce qui imite la viande mais de manière végétale, et de distinguer ça de vraiment la viande cultivée, ou qu'on appelle, des fois les gens utilisent le terme viande de synthèse, bon bref, la viande de culture, qui est vraiment, où c'est vraiment de la viande, c'est juste qu'elle a été faite à partir de cellules qu'on a faites, je sais pas si j'utilise les bons termes, mais qu'on a fait grandir, quoi. Incubé peut-être, ouais. Je sais plus quel terme il est le plus adapté, mais voilà. Et en tout cas, ça qui est vraiment à la fin, c'est vraiment de la viande. D'un point de vue nutritionnel, de ce que j'en sais, il n'y a pas de raison que ce soit moins bien. Ça pourrait même être mieux parce qu'on évite les problèmes sanitaires liés notamment tous les médicaments. Tout et ça, on peut même y rajouter certains nutriments comme oui, ça pourrait des être, vitamines, des minéraux. Ça pourrait être mieux, effectivement. Donc voilà, l'opposition de principe à ça, elle n'est pas forcément justifiée, quoi. Mais là aussi, elle est faite quand c'est le gouvernement ou quoi qui s'oppose à ça. C'est pas avec une réflexion logique derrière, c'est une réflexion de protéger un certain lobby, toute une sphère industrielle qui a tout intérêt à conserver l'exploitation animale. Et qui reste spéciste. Oui, voilà. Il y a aussi une opposition aux OGM, alors qu'il serait possible d'améliorer grâce à eux les rendements et ainsi de diminuer l'impact sur les espaces de vie des animaux, les habitants, habitant ces espaces. Tout à fait, ouais. Là, on arrive encore à un peu comme le bio, le fait d'être contre les OGM, ça fait un peu partie de ces oppositions par principe qui sont très répandues dans le milieu écolo, où les gens sont peut-être contre juste parce que, vu que tout le monde est contre, on n'y a pas forcément réfléchi. C'est un peu comme on pourrait citer, si on va plus loin que la question agricole, on pourrait aller sur le nucléaire ou quoi. Il y a vraiment des oppositions un peu par principe. Sur les OGM, après, il peut arriver des fois qu'il y ait des arguments intéressants, mais c'est pas des arguments qui sont une critique des OGM en soi. Par exemple, la critique du brevetage du vivant, tout ça, c'est une critique qui peut être intéressante, mais c'est pas une critique qui est, si on revient sur le terme intrinsèque, c'est pas intrinsèque aux OGM. Genre les OGM, ça pourrait être mieux, ça pourrait être très chouette en fait. C'est pour ça que je dis pas que l'usage qu'on en fait actuellement est bien. Peut-être qu'on pourrait même tout à fait contester l'usage qui est en effet actuellement. Peut-être, mais il faut le prouver aussi. Voilà. Je pense qu'il y aurait des arguments, notamment les OGM qui servent surtout à faire du rendement, qui va ensuite être utilisé pour nourrir les animaux d'élevage. Je pense pas que ce soit le meilleur usage, mais en tout cas, il pourrait avoir des OGM très pratiques qui aurait ça serait en tout point la même plante, mais en mieux, avec genre moins de consommation d'eau ou plus de vitamines, quoi. Ça pourrait être en tout point mieux. Du coup, on pourrait très bien faire de la recherche là-dedans. Mais du coup, moi, j'ai pas de souci à ce qu'on s'oppose à certains OGM ou quoi. Je pense que ce qui pose souci encore, c'est le par principe. C'est vraiment le fait de boycotter les OGM en soi. Surtout qu'OGM, en plus, en termes de modification génétique, je pense que là aussi, déjà, il y a le truc de l'appel à la nature à remettre en question. Mais en plus, OGM, la modification génétique, il y a plein de types de modifications. Pourquoi on appelle, en fait, ce qu'on appelle actuellement OGM, c'est juste la transgénèse, en fait. Donc, c'est un type de modification. Mais en fait, tout ce qu'on mange actuellement, ça a été des modifications. Il y a eu des mutations depuis le début de l'agriculture, on a sélectionné. Et ce qui est une très bonne chose, en fait. C'est normal. Ça nous a permis d'avoir des trucs beaucoup mieux, moins toxiques, avec plus de rendement, tout ça, qui sont en tout point mieux. Après, il peut avoir aussi... le truc, c'est que les gens qui sont anti-OGM vont souvent boycotter cette transgénèse alors qu'ils vont être OK avec... ils vont pas s'arrêter de manger, ils vont pas revenir à manger des ancêtres de ce qu'on mange actuellement. Bon, en même temps, je sais même pas si on peut les trouver. Mais alors que pourtant, en fait, si on compare, la transgénèse, vu qu'on sait exactement ce qu'on modifie, c'est pas forcément moins bien, ça c'est peut-être même en fait mieux que la modification qui en fait où on fait la sélection, mais où il y a des modifications aléatoires en fait qui peuvent être des fois moins bien en fait. Bon, je fais une généralité parce qu'après il y a énormément de distinctions à faire, il y a plein de types de modifications et je connais pas forcément tout, donc je fais des grandes lignes. D'accord, on a parlé de quelques sujets.
où on voit que l'écologie parfois, donc vis-à-vis des animaux, c'est pas tout le temps aligné, on va dire. Donc il y a clairement, il me semble, des points de convergence et des points de divergence. Moi, je dirais par exemple aussi sur l'élevage industriel, il y a un point d'accord aussi, c'est-à-dire que et les écologistes et en termes animalistes aussi, on va être d'accord que c'est quelque chose qu'on devrait réduire en tout cas, ou voire abolir. Donc moi ça me semble qu'il y a vraiment... C'est un sujet qui semble aller de soi, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans l'écologie, quelque part, il y a toujours les animaux et que quelque part, ça sert une sous-lutte. Alors qu'en fait, je pense que même par le passé, on a dit ça aussi par rapport à la cause féministe et d'autres. Et donc, par exemple, on le disait par rapport au capitalisme. On disait, ne vous inquiétez pas, vous les femmes, dès qu'on va arriver à terme du capitalisme, vos conditions vont s'améliorer. Alors que, ce sont des choses différentes. Oui, effectivement. Je pense que tu as raison, c'est bien de dissocier un peu les luttes, que de ne pas juste fondre la cause animale dans l'écologie. Ça, effectivement, c'est un problème quand on voit que tous les trucs animalistes ou dans les rayons ou quoi de livres sont mis dans l'écologie. C'est vraiment une lutte à part entière. C'est une lutte sociale, en fait. Ça devrait un peu être catalogué différemment. Et pour revenir à tout ce qu'on a dit en fait aujourd'hui là, mais il n'en reste pas moins que l'écologie doit être scientifique. Donc en fait on peut avoir, on va dire si on réfléchit un peu à comment pourraient être les rayons des magasins, ça pourrait être le rayon écologie qui peut être en tout cas, on peut garder à la limite une diversification, mais en tout cas qui soit dominante scientiste quand même, qui ait quand même ces valeurs-là, de prise en compte des intérêts des individus sentients, d'être assez centré là-dessus, tout en ayant notre rayon vraiment partie éthique animale, parce qu'effectivement, ce n'est pas la même chose que d'avoir une écologie scientiste, et c'est différent d'avoir juste une vision scientiste de manière générale, et parce que forcément l'éthique, c'est évidemment beaucoup plus large que l'écologie. L'éthique environnementale, c'est juste une partie de l'éthique. On pourrait parler peut-être aussi du langage finaliste, que tu nous expliques de quoi il s'agit, pourquoi il peut nous induire en erreur, et peut-être que tu peux aussi nous donner quelques exemples. Ouais, le langage finaliste, effectivement, c'est quelque chose d'assez problématique qui peut aussi nous induire en erreur, aussi bien en nutrition que dans l'écologie. Donc c'est le fait en fait de je sais pas comment dire, mais de prêter des intentions. Par exemple, quand on va dire le foie sert à éliminer les toxines, on va dire comme si les choses servaient à ça. Mais en fait, c'est difficile de s'en passer. Donc des fois, je pense que ce qui est important, on peut pas toujours s'en passer, mais c'est d'avoir en tête en tout cas que ça veut pas dire qu'il y a une intention ou qu'il y a que le truc que quelque chose est destiné à ça. Là où c'est problématique, notamment dans le sujet dont on parle, c'est par rapport aux espèces. Donc là, je me suis pas étalé sur toute la critique de la diversité. Donc des fois, il y a toute une idée que les espèces seraient faites pour se reproduire. Donc là, on arrive au langage finaliste. Comme il y a une confusion en fait entre le fait, le descriptif, qui est que de par la sélection naturelle, forcément les individus qui se reproduisaient ont été davantage sélectionnés. Donc les individus se reproduisent, ils ont des désirs ou des comportements qui font qu'ils vont se reproduire. Ça ne veut pas dire qu'il y a une intention ou qu'il y a un objectif de la vie que se reproduire. Il y a des variations génétiques aléatoires, il y a des facteurs environnementaux, des dynamiques de population qui font que certains individus ils vont se reproduire davantage. Et c'est vrai que cette vision finaliste, elle peut amener à cette idée qu'il faudrait préserver les espèces en soi. Alors que là encore, donc dans le problème de la question de l'espèce, il y a effectivement le fait que le spécisme ne soit pas justifié, mais au-delà du critère d'un individu à l'autre, il y a l'idée qu'il faudrait préserver les espèces en tant que groupe. Cette idée, elle est assez contestable. Il n'y a pas de raison, à moins qu'il y ait des effets indirects sur les autres individus. Le fait que des individus soient d'une espèce différente ou pas en soi, le fait d'avoir beaucoup de diversité, ça peut avoir une valeur que extrinsèque, en vue d'autres conséquences. Sinon, on s'en moque, quoi. Ça, c'est très intéressant parce que ça va un peu en opposition de cette idée de la biodiversité qu'il faut préserver et que, quelque part, plus d'espèces, mieux c'est. Alors que peut-être, c'est pas une si bonne idée que ça. Mais peut-être que, de manière générale, c'est vrai, mais c'est pas vrai en soi, en tout cas. C'est ça. Le fait, par exemple, si on avait des individus qui avaient exactement le même rôle dans l'écosystème, juste, il se trouve qu'ils peuvent pas se reproduire. On appelle ça la redondance fonctionnelle, parfois. Oui, exactement. Du coup, peut-être que ça peut avoir on pourrait toujours dire, oui, mais ça peut être une utilité parce que s'il y a tel événement, ça fait une résilience ou quoi du système. Mais là encore, c'est bien une utilité parce que ça a d'autres conséquences positives. Mais c'est pas une valeur en soi. C'est-à-dire que le fait d'avoir une diversité en soi, si jamais ça n'a pas de conséquences indirectes, il n'y a pas de raison qu'on y attribue quelque chose de positif, quoi. Est-ce que le finalisme, ça te semble que biaise notre rapport aux animaux ? Je pense que oui, et dans le sens où ça leur apporte soit une destinée
qui sort un peu de nulle part dans notre vision essentialiste, où voilà, les choses sont faites pour être comme ça. Ça se rejoint un peu avec la vision un peu, comme je disais tout à l'heure, la naturalisation des oppressions. C'est on positionne les individus dans telle catégorie, et puis en fait, ils sont faits pour ça. C'est normal. Et du coup, le langage finaliste, ça risque aussi de dévier. C'est-à-dire que ça incite à avoir un système de pensée qui laisse les choses telles qu'elles sont et qu'on va éviter de les remettre en question parce que c'est fait pour ça. En fait, comment dire, pour être plus précis, on met une valence normative en fait sur quelque chose de descriptif. Au lieu de dire c'est juste un fait, on va y mettre on va dire ce qui doit être. Voilà, c'est la fameuse. Tout à l'heure, j'aurais beaucoup dit descriptif normatif ici, mais c'est là pour expliquer ça, c'est la fameuse qu'on appelle la guillotine de Hume. On peut pas faire un saut de ce qui est à ce qui doit être. C'est que il faut pour qu'on en arrive à une conclusion de ce qui doit être, il faut forcément que dans notre raisonnement à la base, on ait une phrase éthique quelque part, mais on ne peut pas juste constater le monde et dire « hop, il faut que ce soit comme ça ». Le principe de Hume qui est un des outils de l'esprit critique aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que tu trouves qu'il y a une résistance, y compris dans le domaine de la biologie, par rapport à ce langage finaliste ou fonctionnaliste, on l'appelle fonctionnaliste, c'est-à-dire qu'il est très largement utilisé, alors qu'en fait, ça ne tient pas vraiment. Je pense qu'il est beaucoup utilisé. Je ne suis pas sûr qu'il soit beaucoup utilisé en biologie. Peut-être que je me trompe, mais je pense que les biologistes, eux, font bien la différence, ou la plupart en tout cas. Je pense que c'est plus dans le langage courant. Après, peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est plus dans le langage courant ou peut-être dans les milieux militants où il y a cette distinction qui n'est pas assez faite. Mais bon, je ne vais peut-être pas trop m'atteler là-dessus parce que je ne connais pas bien. Comment est-ce qu'on pourrait exprimer avec davantage de rigueur finalement et donc éviter de prêter des intentions à la nature ou à anthropomorphiser? Je crois que j'ai encore parlé de différences descriptives normatives, mais c'est juste que je pense qu'il faut étudier la nature vraiment d'un point de vue de l'écologie en tant que discipline scientifique. Il y a les faits, voilà. C'est purement descriptif. La nature, elle est comme elle est, et elle ne nous dit rien de ce qu'elle doit être en fait. Voilà, Elle n'est pas une référence. Elle sait qu'elle est. Voilà, il faut la prendre en compte comme c'est des informations qui peuvent être intéressantes ensuite pour les décisions politiques, mais sur le plan éthique, vraiment, c'est qui est la nature en soi ou comment sont les écosystèmes et tout. Ça doit juste être un support pour... vu que le monde est comme ça va forcément nous aiguiller sur les décisions à prendre, mais ça ne doit pas nous dire en soi quoi faire, quoi. Tu ne trouves pas qu'on a c'est même très intuitif, c'est-à-dire qu'il y a des états qu'on voit donc, dans la nature, et quelque part, c'est fait pour. Tu vois, quelque chose pour ça. Oui. Donc déjà, avec la religion, on avait ça, c'est-à-dire que Dieu aurait créé tout pour. Oui. Et maintenant, c'est une sorte aussi, dans la nature aussi, et parfois, elle est un peu sacralisée. Et donc, certains disent que c'est aujourd'hui que dans nos sociétés, Dieu est moins important, donc la nature aurait pris un rôle à là-dedans. Je ne sais pas, je ne m'avance pas. Mais c'est vrai qu'on utilise souvent la biosphère, les écosystèmes, tu vois, la Terre, Gaïa, les sols, les biotopes. Je veux dire, il y a tout un tas, il y a toute une rhétorique et qui va quelque part dire, et c'est fait pour ça, et ça, pour, voilà. C'est pour qui ne va pas de soi, parce qu'il n'y a pas de stratégie derrière la nature, il n'y a pas une entité sentiente, il n'y a pas une conscience. Ouais, là où ça rejoint effectivement le côté, tu parlais de Dieu, il y a cette vision un peu mystique, je pense, à déconstruire, et je pense que c'est là que les outils de l'esprit critique peuvent aider, j'espère, à vraiment à déconstruire cette vision un peu essentialiste ou mystique, ou des choses juste, en fait, des fois juste des concepts qu'on utilise pour tenter de décrire le monde, voilà, avec des catégories plus ou moins bien définies. C'est juste, en fait, voilà, il y a vraiment ces choses que ça nous dit pas, il n'y a rien de transcendantal ou quoi à y ajouter. Je pense qu'à partir du moment où on ajoute des intentions à des choses abstraites, voilà, tout ce côté mystique, je pense qu'effectivement, il vaut mieux peut-être s'en débarrasser. Oui. Si on revient au scientisme, pourquoi on devrait y adhérer ? Serait-ce un acte politique et militant que de se définir en tant que scientiste auprès des autres afin de connaître et de développer le scientisme ? Alors, j'ai envie d'aller sur un sujet sur lequel je vais souvent, c'est la question de la métaéthique. En fait, vu qu'on dit est-ce qu'il faudrait y adhérer, ça me pose toujours la question de est-ce que en soi, ça pose la question de est-ce qu'il y a vraiment une vérité morale ou quoi. Donc, bon, je vais peut-être pas trop m'étaler là-dessus, mais il y a cette question qui se pose est-ce qu'il faudrait en soi y adhérer ou pas, ou est-ce que c'est un choix, ou est-ce que ça dépend de certaines valeurs à la base. Bon, il y a d'autres questions, mais en tout cas, les arguments en faveur du scientisme, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait que on peut nuire que à des individus sentients. Du coup, en fait,
je pense que ce qui est important à prendre en compte, c'est assez mentionné, je pense, dans le mouvement animaliste, cette idée de égale considération des intérêts. On prend en compte tous les intérêts. En fait, il n'y a aucune raison pour que certains intérêts comptent plus que d'autres. Donc, voilà, ça c'est l'échec du spécisme et du racisme ou quoi, à montrer qu'il y aurait des critères qui feraient que certains individus seraient plus importants que d'autres. Non, les intérêts doivent être pris de manière égale. Sauf qu'après, il y a des choses ou des êtres qui n'ont pas d'intérêt. Du coup, c'est pas qu'on les néglige, c'est juste qu'ils n'en ont pas. Du coup, le sentientisme, c'est juste le principe tout à fait logique de on veut être égalitaire, on veut prendre en compte tous les intérêts. Du coup, on prend en compte les individus qui ont des intérêts. Ceux qui n'en ont pas, ça n'a pas de sens de les prendre en compte, du coup. Mais s'il se trouvait qu'ils avaient d'intérêt, on les prendrait évidemment en compte. Il peut y avoir parfois des critères, c'est juste que par rapport au spécisme, donc, le critère d'espèce, donc, il n'est pas pertinent. Voilà. C'est juste, on dit arbitraire aussi. Parfois, c'est vrai qu'il y a des critères qui peuvent l'être pour discriminer, mais encore faut-il qu'ils soient fondés. Voilà. Et là, donc, pour l'espèce, en tout cas, vis-à-vis du traitement qu'on a aujourd'hui des animaux, le critère d'espèce, sachant qu'ils sont sentients, ne semble pas pertinent. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le débat me semble plié. Je pense que la déclaration de Montréal vient mettre un coup de plus là-dessus. Mais oui, c'est clairement, en philosophie, c'est clairement difficile de défendre le spécisme aujourd'hui. Les arguments, je pense que le sujet a été traité de nombreuses fois. Et oui, l'antispécisme est quand même beaucoup plus logique. Le spécisme, c'est vraiment... en fait, ça peut facilement s'expliquer par des processus psychologiques de pourquoi on est spéciste. Il y a plein d'explications beaucoup plus solides que le fait que ce soit une position rationnelle, quoi. Tu fais partie aussi d'un collectif qui s'appelle le Projet Méduse. Est-ce que tu peux nous parler de ses buts et des actions principales ? Actuellement, il y a la campagne Sentience, dont la quinzaine de la Sentience, et qui peut faire partie aussi de ce mouvement. Alors le Projet Méduse, c'est un collectif qui vise globalement un monde meilleur, un monde plus juste, quoi, en luttant contre toute forme d'oppression. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte tous les individus sentients et de lutter contre toutes les oppressions qui les concernent, donc notamment le spécisme, mais aussi toutes les autres. Et effectivement, du coup, actuellement, c'est donc la campagne Sentience. Donc il y a la quinzaine de la Sentience, pendant 2 semaines où il y a diverses actions pour faire connaître et comprendre surtout le terme de sentience, expliquer donc le sentientisme, mais aussi expliquer ce que c'est la sentience sur le plan descriptif, mais aussi pourquoi c'est important sur le plan éthique. Du coup, il y a plusieurs actions. Alors moi, je précise, je suis juste un membre parmi d'autres. J'ai pas de place particulière, j'ai pas de responsabilité particulière. Et du coup, je suis pas vraiment le mieux placé pour faire un topo de toutes les actions qui se font pendant la campagne Sentience. Voilà. Et du coup, les actions qu'il y a, il y a eu par exemple, il y a la réalisation de vidéos, de poèmes. Il y a eu la nuit de la Sentience, là où il y a eu plein de stickers sur la Sentience pour que le mot se répande. Bon, il y a diverses actions, je les ai pas forcément tout en tête. Celle où moi je m'étais impliqué, en tout cas, c'est celle sur la conférence sur la Sentience, qui a été écrite de manière collaborative avec plusieurs personnes. Et qui a eu lieu au REC. Voilà, j'allais dire, exactement, qui a eu lieu donc ici à Toulouse, donc aux rencontres de l'esprit critique. Que c'était Roxane et Clémence qui avaient donné cette conférence. Et Roxane, ouais. Et il y a la prochaine de cette conférence, il y en a une. La prochaine, c'est ce mardi là à Bordeaux. Donc là, j'y serai moi avec une autre personne du Projet Méduse pour donner cette conférence. Et après, sur la question de qui peut y aller, je dirais tout le monde en soi, tout le monde peut y aller. L'idée, c'est le Projet Méduse a tout intérêt à ce qu'il y ait plus de gens. Enfin, je dirais tout le monde peut y aller tant que les gens respectent la charte, qui sont l'esprit critique, le sentientisme et la bienveillance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une démarche honnête et bienveillante, qu'on veut lutter pour un monde meilleur, contre les oppressions, et qu'on est dans une démarche où on veut éviter les dogmes et vraiment se remettre en question pour réfléchir rationnellement à comment lutter efficacement, à partir de là, on est tout à fait légitime à venir au Projet Méduse. Merci. Kumquat, l'émission végane qui tord les idées reçues et qui parle d'actualité animaliste, pour garder l'esprit aiguisé et s'informer sur la cause animale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Merci beaucoup, Johan. Le premier point qui semble important, c'est que le fondement de certains types d'écologie n'est pas aussi solide qu'on pourrait l'imaginer. Malgré une séduction initiale, des incohérences émergent après un examen approfondi. Et éclairer nos choix sociétaux semble passer par une meilleure compréhension de tout ça, faisant preuve de rigueur dans le traitement de l'information disponible. On peut retenir aussi que l'approche dominante fait souvent appel à l'idée de nature, ce qui est un argument fallacieux bien connu.
Cela peut occulter les individus animaux derrière le concept d'espèce, véhiculer une image négative de la technologie et de l'action humaine, et même accorder davantage d'importance à des valeurs instrumentales qu'à celles inhérentes aux êtres sentients. Une approche où la sentience est au centre des considérations, dite sentiocentrée, devrait aider à étudier les interactions entre l'environnement et les êtres sentients qui l'habitent, avec le but d'améliorer leurs conditions de vie, ce qui peut passer par la préservation ou la transformation des écosystèmes. Le langage finaliste est infondé et prête des intentions à des entités non sentientes, ce qui peut nous induire en erreur. Et finalement, incorporer une dimension éthique est indispensable pour la prise en compte des intérêts de tout le monde, animaux, humains et non humains. Une politisation de l'écologie qui serait aussi scientiste semble plus rationnelle et juste. Concat est une émission soutenue par la région Occitanie et vous est proposée en replay sur www.campusfm.net. Les épisodes seront aussi disponibles sur les plateformes Mixcloud, Spotify et Deezer, ainsi que sur YouTube et Peertube. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Nous avons aussi une page Facebook et un compte Twitter. À bientôt dans Concat. À bientôt. Merci, Johan. Merci Johan. Je me dis que c'est évident que vous ratez quelque chose. Donc j'aimerais comprendre, je ne comprends pas votre démarche. L'association L214 a donc diffusé de nouveau des images atroces, mais cette fois-ci de l'abattoir de Vigan. La bête a été tuée, bon, elle n'a pas souffert. Je comprends pas, expliquez-moi. On croit qu'on a compris, puis en fait non, on n'a pas compris, puis en fait on se dit peut-être que si, puis en fait non. Vous ne voyez pas ce que je veux dire. Dans une pipe, Berthier, c'est quand même pas grand-chose, merde. Kumquat, l'émission végane qui tord les idées reçues et qui parle d'actualité animaliste. Pour garder l'esprit aiguisé et s'informer sur la cause animale.